Shalom Vrachat, tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien, cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons parler de la parasha de Mishpatim. Et dans la parasha de Mishpatim, eh bien, il y a une question très intéressante qu'il faut aborder. La Torah commence en nous disant Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnei. Voici les lois, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, que tu devras mettre devant les Bnei Israël. Et la question qui se pose, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, après avoir donné les 10 commandements à tout le peuple juif, pourquoi a-t-il besoin, dans la même foulée, de dire à Moshe de donner des lois a priori supplémentaires au peuple juif? Ils ont déjà tout reçu en concentré dans les 10 commandements. Akadosh Baruch Hu a déjà dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il besoin, à travers la paracha de Mishpatim, de demander à Moshe de transmettre au peuple juif des lois qui a priori n'étaient pas assez claires à partir des 10 commandements? Eh bien, Rashi nous répond à cette question et nous dit Ve'ele Mishpatim, la lettre Vav qui vient ouvrir le mot Ve'ele, eh bien, elle vient nous dire que de la même façon que les premiers commandements ont été donnés, les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, eh bien, tous les commandements qui figurent dans la paracha de Mishpatim, eux aussi, ont été donnés au mont Sinaï. Seulement, eux, ont été donnés par Moshe Rabbeinu. Et pourquoi est-il tellement important que Moshe Rabbeinu transmette ces nouvelles lois, qu'il transmette ces Mishpatim? Eh bien parce que Moshe Rabbeinu va nous faire, en quelque sorte, à travers ces lois, eh bien, il va nous faire prendre conscience de la subtilité des commandements de la Torah. Et pour ce faire, eh bien, nous allons aborder 2 mitzvot qui sont décrits dans la paracha. La première en rapport avec quelqu'un qui creuse un puits dans le domaine public, et la deuxième en rapport avec quelqu'un qui allume un feu dans son champ. Eh bien, par rapport à la première mitzvah de quelqu'un qui creuse un puits dans le domaine public, la Torah nous dit Vechiftach ishbo o ki yichri ishbo velo yechasenu venafal shama shor uchamor baal habor yeshalem kesef yashiliv alav vehamet yiyelo. La Torah nous dit si un homme ouvre un puits dans le domaine public et qu'il oublie de le refermer, qu'il oublie de le couvrir, et à cause de ça, malencontreusement, quelqu'un vient à tomber, un shor ou chamor, un taureau ou un âne, eh bien, la responsabilité, nous dit la Torah, repose sur celui qui a ouvert le puits dans le domaine public. Celui qui a fait un trou dans le domaine public, c'est lui qui devra en payer les pots cassés, comme on dit en français. Baal habor yeshalem, le propriétaire du puits devra payer. Kesef yashiliv alav, il devra donner la valeur de l'âne ou du taureau à ses propriétaires. Ve'amet yiyelo, et la dépouille de l'âne ou la dépouille du taureau, eh bien, reviendra au propriétaire du puits. Qu'est-ce que la Torah nous dit à travers cette mitzvah? Eh bien, la Gemara nous dit qu'il y a certaines choses qu'un homme a fait et qu'il a en quelque sorte abandonné, et malgré tout, la Torah vient et elle réintègre la chose que l'homme a fait dans son domaine. Comme par exemple un puits. A priori, quelqu'un qui creuse un trou dans le domaine public, eh bien le trou n'est plus à lui. Donc, comment est-ce possible de définir la personne qui a creusé le trou, la définir comme le propriétaire de ce trou? J'ai fait un trou dans le domaine public et je suis parti, c'est fini, ce trou ne m'appartient plus. Non, la Torah nous dit que la personne qui a creusé le trou, eh bien, sera responsable des dommages qui risquent d'être provoqués à cause de ce trou. Et donc, ce trou est appelé mon trou. Je suis le propriétaire de ce trou. Seulement, vient la Gemara et nous dit, pourquoi la Torah nous précise-t-elle
que uniquement dans le cas où tombe dans ce trou, dans ce puits, un taureau ou un âne, eh bien, le propriétaire du puits est obligé de payer le dommage. Tout ça pour nous dire, comme nous le dit Rachid sur ce pasouk, eh bien, il nous dit que c'est uniquement c'est uniquement dans le cas où tombe un taureau ou un âne que le propriétaire du puits est obligé de payer le dommage. Seulement, si dans ce puits tombe un homme, ou bien si dans ce puits tombe un âne avec des ustensiles et que les ustensiles se cassent, eh bien le propriétaire du puits sera exempté de payer le dommage, de payer le dommage à la famille de l'homme qui est tombé dans ce puits et qui est mort, et il sera exempté de payer au propriétaire de l'âne les ustensiles qui se sont cassés. Et là, tout le monde pose la question, mais quelle différence y a-t-il entre un taureau et un âne, et entre un homme et des ustensiles? Pourquoi sur un taureau et un âne, le propriétaire du puits est tenu de payer le dommage, alors que si c'est un homme ou des ustensiles qui sont tombés dans le puits, eh bien le propriétaire du puits est exempté de payer ce dommage? Eh bien la réponse est très simple. Les Chachamim nous disent que toute la différence entre un homme et un âne, c'est qu'un homme, eh bien, il a une intelligence. Il doit regarder où il met ses pieds. Et si, par inadvertance, eh bien, il tombe dans le puits, eh bien, ce n'est pas la responsabilité de celui qui a creusé le puits. Au contraire, c'est la responsabilité de l'homme qui a marché et qui n'a pas fait suffisamment attention au puits et qui est tombé dans ce puits. Et donc, c'est à lui d'encourir les conséquences. C'est à lui, il est tombé, il s'est blessé, il est peut-être mort, eh bien c'est sa responsabilité, parce qu'il aurait dû regarder où il met les pieds. Même principe pour les ustensiles. Quelqu'un qui a creusé un puits, quelqu'un qui envoie son âne dans le domaine public avec des ustensiles, eh bien il doit faire attention et il doit prendre en compte, avant de laisser partir son âne dans le domaine public, il doit se dire que peut-être son âne risque de tomber dans un puits, il risque de casser les ustensiles, et donc qu'est-ce que le propriétaire de l'âne doit faire? Eh bien il doit entourer les ustensiles de telle façon à ce que les ustensiles ne se cassent pas. Exactement comme quelqu'un qui prend l'avion, il envoie dans la soute à bagages des ustensiles fragiles, eh bien il doit prendre en compte avant d'envoyer ses bagages ils doivent tout faire pour que ces ustensiles ne se cassent pas. Une personne ne peut pas envoyer des bagages fragiles dans la soute à bagages sans les avoir suffisamment protégés, et après, une fois que les bagages se cassent, eh bien venir et dire ah oui, c'est la faute de l'avion, c'est la faute de l'aéroport. Non, c'est à mon tour, c'est à moi de veiller à ce que ces bagages ne se cassent pas, à ce que ce qui est fragile dans les bagages soit bien protégé. Et si jamais ils se sont cassés, eh bien je ne peux pas essayer d'accuser les autres. En fait, la responsabilité repose sur moi. Deuxième cas qu'on retrouve dans la paracha, quelqu'un qui allume un feu dans son champ. La Torah nous dit, quelqu'un qui allume un feu, eh bien si le feu se propage dans le champ de mon voisin, c'est à moi de payer les pots cassés encore une fois. Pourquoi? Car j'aurais dû prendre en compte le propriétaire du feu, celui qui a allumé le feu, aurait dû prendre en compte que ce feu se propage et qu'il aille, encore une fois, endommager les biens de mon prochain. Et si je n'ai pas pris ça en compte, eh bien la responsabilité repose sur moi. Seulement vient la Gemara et nous dit, dans la Masechet Baba Kama, si mon prochain a caché dans des ronces une somme d'argent, et que le feu que moi j'ai allumé s'est propagé, il est arrivé jusque dans le champ de mon prochain, et qu'il a endommagé les ronces de mon prochain, et qu'il a même brûlé ce qu'il y avait à l'intérieur, eh bien là je suis exempté de ce qu'il y avait à l'intérieur des ronces. Je suis responsable de rembourser les ronces que mon feu